En 2008, la Direction générale de la santé a publié un avis, après les travaux d'un groupe d'experts, sur l'impact des chaînes télévisées sur les tout-petits, âgés de 0 à 3 ans. Leur conclusion était claire, le concept de programme spécialement conçu pour les enfants de moins de 3 ans n'a aucun sens. Au contraire, les études montrent que la consommation d'images télévisuelles peut nuire au développement de la pensée, de l'imagination, à l'intégration des émotions et même au développement psychomoteur. C'est dans cette lignée qu'en 2009, le CSA a émis sa première recommandation, pas d'écran avant 3 ans, rappelant que la télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Pourtant, aujourd'hui, cette recommandation est encore trop souvent ignorée. Les dernières études en 2023 ont montré qu'un enfant de 2 ans passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran, donc 48 minutes devant la télévision. Bonjour à tous. Je m'appelle François-Marie Caron, je suis pédiatre, ancien président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire et l'un des nombreux experts du site npedia.fr, notre site de conseil pour les parents. Nous allons aborder le sujet de pas d'écran avant 3 ans dans 2 épisodes de podcast. Dans le premier, on va explorer pourquoi et comment les enfants en sont arrivés à être autant devant les écrans. Dans le deuxième, on explorera les compétences du nouveau-né, tout ce qu'il a besoin pour enrichir son développement et pour améliorer son développement cognitif, pour s'épanouir et montrer en effet que du coup les écrans sont peut-être pas indispensables, voire nuisibles à cet âge-là. Alors tout commence en 1947 aux USA avec la création des premiers programmes destinés spécifiquement aux enfants. L'une des premières et des plus populaires émissions des années 50 était le Howdy Doody Show, mettant en scène une marionnette, Howdy, représentant un garçon américain avec des cheveux roux, 48 taches de rousseur, pourquoi 48 ? Parce que 48 États aux États-Unis, et toujours un sourire éclatant. En divertissant les enfants, cette marionnette, cette émission de télévision vendait également des téléviseurs aux parents, en leur vantant l'idée que la télé pouvait être une nounou pour leurs enfants. De même, le nouveau média va séduire les annonceurs qui ont vu une opportunité pour y diffuser leur publicité. Très vite, les enfants ont ainsi devenu une cible marketing centrale. Les enfants sont devenus un cœur de cible. Au milieu des années 60, Burger King choisit de mettre l'accent sur une clientèle privilégiée des fast-foods, les enfants. Avec son slogan « Les enfants, ils sont rois », l'enseigne essaie ainsi d'attirer les plus jeunes dans ses restaurants. Puis renouvelle dans le même sens avec une nouvelle accroche « Have it your way », c'est-à-dire « faites comme vous voulez ». Nous sommes maintenant en 1970, un best-seller du marketing, Kid Influence, a révélé que tant que l'enfant n'a pas son mot à dire, le marketing reste impuissant. À partir de là, les enfants ont commencé à apparaître dans les publicités et pas seulement pour des jouets. Ils sont même devenus des prescripteurs et on les voit dans les publicités pour vendre des automobiles, pour vendre des assurances. 1977, une autre étape cruciale est franchie avec la sortie du film La Guerre des Étoiles de George Lucas, Star Wars. Le film avait coûté très cher à produire et pour en garantir le succès financier, George Lucas a imaginé parier sur les produits dérivés. Il a vu juste puisque ça a complètement compensé le coût du film. C'est ainsi que l'ère des objets dérivés a commencé et peu à peu il est devenu difficile de savoir si le produit était le héros ou le héros le produit. Des émissions comme Bisounours, Musclor, Captain Flamme étaient en réalité de véritables vitrines publicitaires. 1998, un autre best-seller du marketing voit le jour, c'est The Nag Factor ou le facteur caprice. Il démontre que si un enfant demande suffisamment à ses parents, les ventes peuvent augmenter de 30%. Dans les années 2000, mettre en scène le caprice est devenu un art publicitaire. C'était aussi à cette époque, le début des années 2000, que les premières chaînes télévisées pour bébés sont apparues, c'est-à-dire des programmes pour les enfants de 6 mois. Les justifications étaient douteuses, un univers rien que pour eux, ou encore des chaînes pour les endormir, voire même les réendormir, avec une télé dans leur chambre. Face à cela, de nombreuses voix se sont élevées. Le 22 octobre 2007, Serge Tisseron, accompagné des professeurs Pierre Delion et Bernard Gols, a lancé dans le monde un appel à un moratoire contre les bébés téléphages. Leur message était clair, les chaînes destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans présentaient des risques sérieux pour le développement de nos enfants. Cette pétition a recueilli 30 000 signatures, ainsi que le soutien de la quasi-totalité des associations professionnelles de la petite enfance. C'est à partir de cela que la Direction générale de la santé a réuni tout le monde, que le ministère de la Santé a demandé au CSA d'émettre des recommandations pour pas d'écran avant 3 ans.
Voilà, vous avez compris pourquoi, avec ce podcast, les enfants sont devant la télé. Pour certains, c'est pour en faire des consommateurs. Bien sûr, la télé peut être un formidable outil pédagogique, un formidable outil de découverte, un formidable outil de divertissement. Mais chez le tout petit, c'est loin d'être le cas. Dans le prochain podcast, nous allons expliquer les compétences parfois insoupçonnées des nouveau-nés et comment on peut faire pour les aider à améliorer leur développement, les accompagner dans leur croissance et montrer qu'à ce moment-là, vraiment avant 3 ans, les écrans ont vraiment très peu de place. Alors, à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions. Et nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours, c'est promis.